Jung l'a identifié avec une précision qui défie le temps. Il a passé des décennies à observer les mécanismes par lesquels l'être humain se protège de lui-même. Et parmi toutes ces découvertes, parmi tous les concepts qu'il a forgés pour nommer ce que la psychologie n'avait pas encore de mots pour dire, il y en a une qui me revient constamment dans mon travail avec les survivantes de violences narcissiques. Il a nommé ça la persona. Pas dans le sens où on utilise ce mot aujourd'hui, de façon vague et interchangeable avec personnalité ou identité. Dans un sens très précis, très technique, très délibéré. La persona, pour Jung, c'est le masque que chaque être humain construit pour naviguer dans le monde social. Le personnage qu'on joue pour les autres, distinct du soi intérieur qui existe derrière. Et il disait que cette persona est non seulement normale mais nécessaire, saine, adaptée, sauf dans un cas. Sauf quand la persona est si épaisse, si rigide, si imperméable à la réalité intérieure qu'elle n'est plus un masque, qu'elle est devenue une prison, ou pire, qu'elle est devenue la seule chose que la personne qui la porte sait encore faire fonctionner. Le narcissique te dit qu'il va bien. Peut-être que tu l'as entendu à travers des amis communs. Peut-être que tu l'as vu sur ses réseaux sociaux. Des photos qui semblent dire exactement ce qu'il veut que tu penses. Peut-être qu'il te l'a dit directement, avec ce calme un peu trop parfait qui t'a toujours déstabilisé. Peut-être que tu n'as rien entendu, rien vu, et que c'est précisément ce silence apparent qui te pose une question que tu n'arrives pas à formuler entièrement. Et quelque chose en toi, quelque chose que tu aurais peut-être préféré ne pas ressentir, ne le crois pas tout à fait. Écoute-moi bien, car ce que je vais te révéler aujourd'hui, personne n'ose le dire avec cette clarté. Ce que le narcissique cache quand il fait semblant d'aller bien, Jung l'a documenté. Et comprendre ce mécanisme ne va pas seulement te donner de l'information. Ça va changer quelque chose de fondamental dans la façon dont tu tiens ton sol, dans la façon dont tu comprends ton propre chemin de guérison, dans la façon dont tu te permets, enfin, d'aller vraiment bien toi aussi. Il y a une douleur particulière que personne ne prépare les femmes à traverser après une séparation avec un narcissique. Ce n'est pas le deuil. Ce n'est pas le manque. Ce n'est pas l'épuisement de la reconstruction, ni la difficulté de retrouver confiance en ses propres perceptions après des mois ou des années de gaslighting. C'est quelque chose de plus difficile à nommer. Et pourtant, quand je demande aux femmes que j'accompagne de décrire ce moment, elles utilisent toutes des variantes du même mot. L'injustice. Il semble aller bien. Mieux que bien parfois. Il a une nouvelle vie, de nouvelles personnes autour de lui. Il sourit sur les photos. Il sort. Il travaille. Il avance. Et toi qui as vécu ce que tu as vécu dans cette relation, toi qui portes encore les marques de ce qu'il t'a fait, tu te retrouves de face à quelque chose qui ressemble à une question que tu n'aurais jamais imaginé te poser. Comment est-ce possible qu'il aille bien? Est-ce que j'ai imaginé ce que j'ai vécu? Est-ce que je me suis trompée sur la gravité de ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai été la seule à vraiment souffrir dans cette relation pendant qu'il me regardait souffrir avec la tranquillité de quelqu'un qui ne ressentait rien de ce que je ressentais? Et si tout ce qu'il t'a fait ne lui coûtait vraiment rien? J'ai accompagné des survivantes de violences narcissiques pendant 15 ans. Et cette question précise, est l'une de celles qui revient le plus souvent dans mon cabinet et qui cause le plus de dommages dans le processus de guérison. Pas parce que la question est mauvaise, mais parce que la réponse que la plupart des femmes se donnent à cette question, s'il va bien, c'est que je n'ai pas vraiment compté, est une réponse fausse et dangereuse. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que Jung avait documenté sur le fonctionnement intérieur du narcissique dans la période qui suit la séparation. Ce qu'il cache vraiment derrière le masque du « je vais bien ». Et pourquoi comprendre ce mécanisme, pas pour te venger, pas pour te rassurer de façon superficielle, mais pour voir la réalité telle qu'elle est l'une des étapes les plus importantes de ta propre guérison. Pour comprendre ce que le narcissique cache quand il fait semblant d'aller bien, il faut d'abord comprendre comment Jung décrivait la structure de la personnalité narcissique. Pas dans les termes de la psychologie clinique contemporaine, dans ses propres termes, parce que ces propres termes sont souvent plus précis pour décrire ce que nous observons aujourd'hui en cabinet. Jung distinguait, dans la structure psychologique de tout être humain, deux niveaux fondamentaux. La persona d'abord, ce masque social que chaque individu construit pour fonctionner dans le monde. La persona est l'ensemble des rôles qu'on joue, l'enfant d'eux, l'employé d'eux, le partenaire d'eux, l'ami d'eux.
Ce que Jung soulignait avec force, c'est que la persona est saine, elle est nécessaire. Elle permet de naviguer dans la complexité des relations sociales sans exposer constamment son intériorité la plus vulnérable à un monde qui n'est pas toujours préparé à la recevoir. Mais il y avait un deuxième niveau. Ce que Jung appelait le moi authentique, ce noyau intérieur qui existe derrière tous les masques, ce centre de gravité psychologique qui permet à une personne de se sentir entière même seule dans une pièce, même sans validation externe, même dans le silence. Ce lieu intérieur depuis lequel un individu peut se regarder et reconnaître quelque chose de stable et de continu, une identité qui ne dépend pas entièrement de ce que les autres lui reflètent. Dans une psychologie saine, ces deux niveaux coexistent. La persona est souple, elle s'adapte au contexte sans effacer le moi authentique qui existe en dessous. Et ce moi authentique est accessible. Quand la personne se retrouve seule, face à elle-même, elle peut s'y retrouver, s'y appuyer, s'y reconnaître. Chez le narcissique, Jung avait observé quelque chose de radicalement différent. La persona avait pris une place si démesurée qu'elle avait étouffé le développement du moi authentique. Non pas parce que le narcissique a fait un choix conscient de se construire ainsi, mais parce que quelque chose dans son histoire, quelque chose qui remonte souvent très loin, à des années d'une enfance où recevoir de l'amour conditionnellement signifiait apprendre à performer plutôt qu'à être, l'avait conduit à investir toute son énergie psychologique dans la construction d'un masque parfait. Un masque qui fonctionnerait, qui convaincrait, qui protégerait. Et pendant que ce masque se perfectionnait, le moi authentique en dessous, faute d'être nourri, faute d'être reconnu, faute d'avoir jamais l'espace pour exister, s'était contracté, racorni, réduit à quelque chose d'inaccessible, même pour celui qui le portait. Ce que Jung appelait le grand vide derrière le grand masque. Ce vide n'est pas une absence ordinaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait remplir avec du temps, avec de l'amour, avec des expériences positives, du moins pas facilement, pas sans un travail psychologique profond et souvent douloureux que la plupart des narcissiques ne font jamais. C'est une incapacité structurelle à se réguler sans validation externe, à se sentir exister sans un regard extérieur qui confirme l'existence. Voilà ce qui se cache derrière le masque du « je vais bien », non pas un homme ou une femme qui va vraiment bien, mais une persona parfaitement construite qui remplit sa fonction exactement comme elle a toujours rempli sa fonction, convaincre le monde, et surtout se convaincre lui-même que le vide central n'existe pas. Et cette compréhension précise, change quelque chose d'essentiel dans la façon dont tu lis le silence apparent de quelqu'un qui devrait, selon toute logique émotionnelle, porter quelque chose de ce qu'il t'a fait. Mais il y a encore quelque chose que tu n'as pas vu, quelque chose de plus profond, et je t'assure que quand tu le verras, ça va transformer la façon dont tu tiens ton sol face à tout ça. Jung avait fait une observation que je considère comme l'une des plus importantes pour comprendre ce que le narcissique traverse dans la période qui suit la séparation. Il avait décrit ce qu'il appelait la crise de la structure psychologique narcissique, ce moment où l'environnement change de façon assez brutale pour que la persona n'ait plus la même facilité à fonctionner, où les sources de validation habituelles disparaissent ou se tarissent, où les miroirs disponibles pour refléter l'image dont le narcissique a besoin deviennent moins nombreux, moins accessibles, moins fiables. La séparation, surtout quand c'est l'autre qui part, surtout quand c'est toi qui décides que c'est fini, vraiment fini, d'une façon qui ne laisse pas d'espace pour un retour, représente précisément ce type de crise. Parce que tu n'étais pas seulement quelqu'un qu'il aimait, ou qu'il prétendait aimer. Tu étais quelque chose de beaucoup plus fondamental dans son économie psychologique. Tu étais l'une de ces sources principales de ce que la psychologie clinique contemporaine appelle le supply narcissique, cette validation externe constante dont sa psychologie a besoin pour fonctionner, pour maintenir la cohésion de la façade, pour continuer à se percevoir lui-même comme l'individu qu'il a besoin d'être. Quand tu pars, quand tu choisis réellement de partir avec la conviction de quelqu'un qui ne reviendra pas, quelque chose se produit dans sa psychologie que son masque ne peut pas complètement cacher. Même quand il sourit, même quand il poste des photos, même quand il assure à tes amis communs qu'il va très bien, qu'il est passé à autre chose, qu'il t'avait de toute façon déjà surmonté. Et je veux te décrire ce qui se passe vraiment, non pas pour te donner la satisfaction d'une vengeance parce que ce n'est pas une énergie qui guérit, mais parce que comprendre la réalité de la psychologie narcissique est l'antidote le plus efficace contre le doute. Contre cette voix qui te demande si tu as peut-être exagéré ce que tu as vécu,
contre cette question insidieuse qui revient dans les moments de fatigue. Et si j'avais mal interprété? Il y a d'abord ce que Jung appelait la rage narcissique. Elle n'est pas toujours visible. Elle n'est pas toujours explosive. Parfois, elle est froide, d'une froideur qu'il maîtrise parce qu'il l'a appris, parce que perdre le contrôle visible de ses émotions serait une menace pour la persona. Parce que la persona, si elle se brise en public, ne peut plus remplir sa fonction. Mais cette rage est là, présente, active, même si le visage qu'il montre au monde ne la laisse jamais voir. Cette rage vient d'un endroit très précis. Elle ne vient pas de la douleur de t'avoir perdu dans le sens où quelqu'un qui t'aime vraiment souffrirait de ta perte. Elle vient de quelque chose de différent. Elle vient de ce que Jung avait identifié comme la blessure narcissique, ce moment où quelque chose dans la réalité externe menace la cohérence interne de la persona. Tu n'es pas revenu quand il t'a laissé une ouverture. Tu n'as pas répondu comme prévu. Tu n'as pas suivi le script qui te faisait toujours revenir. Et ça, plus que tout, représente pour lui une menace d'une nature particulière. Parce que si tu n'es pas revenu malgré ses tentatives, c'est que son pouvoir sur toi s'est rompu. Et si son pouvoir sur toi s'est rompu, ça soulève une question que son moi authentique, ce noyau fragile, profondément insécurisé, qu'il ne peut pas s'autoriser à regarder, ne peut pas tolérer sans réponse. Ça soulève la question de sa valeur. Parce que le supply narcissique n'est pas seulement une source de confort. C'est une confirmation existentielle. Chaque fois que tu revenais, chaque fois que tu répondais à ses messages, chaque fois que tu cherchais à comprendre ses raisons ou à lui faire comprendre tes blessures, tu lui confirmais quelque chose d'essentiel sur lui-même. Tu confirmais qu'il avait le pouvoir de t'affecter, qu'il comptait, qu'il existait dans ton univers d'une façon qui valait quelque chose. Sans ce retour, sans cette confirmation constante, quelque chose commence à se fissurer dans son économie intérieure. Quelque chose que la persona travaille immédiatement à réparer, à couvrir, à rendre invisible. Et c'est là que le masque du « je vais bien » entre en scène. Pas comme un mensonge délibéré, même si c'en est un au sens le plus littéral, mais comme un réflexe psychologique profond, comme la persona qui fait ce qu'elle a toujours fait, ce pourquoi elle a été construite au cours d'années de conditionnement. Convaincre le monde, et surtout se convaincre lui-même, que le vide central n'existe pas, qu'il n'a pas besoin de toi, qu'il n'a jamais eu besoin de toi, qu'il va très bien. Merci. Jung avait documenté dans ses travaux sur la psychologie de l'ombre, ce concept central dans sa théorie qui désigne tout ce qu'un individu refuse de voir en lui-même, que le narcissique a une relation particulièrement problématique avec son ombre. Chez la plupart des individus, l'ombre est quelque chose qu'on peut apprendre à regarder en face, à intégrer, à utiliser comme matériau pour la croissance psychologique. C'est d'ailleurs tout le processus que Jung appelait l'individuation. Cette confrontation progressive et courageuse avec les aspects de soi qu'on préférerait nier. Chez le narcissique, l'ombre, qui contient précisément le vide, la fragilité, le besoin, tout ce que la persona a été construite pour cacher, est quelque chose qu'il ne peut pas se permettre de regarder. Pas parce qu'il est lâche dans le sens ordinaire du terme, mais parce que sa structure psychologique n'a pas développé les ressources intérieures qui permettraient de survivre à cette confrontation. S'il regarde son ombre, il voit ce qu'il a toujours su sans pouvoir se le formuler, qu'il a besoin, qu'il a peur, qu'il est profondément, fondamentalement, seul, qu'il ne peut pas fonctionner sans quelqu'un qui le reflète, que son « je vais bien » est exactement aussi fragile que le verre poli qui forme la surface d'un miroir, brillant, réfléchissant, apparemment solide, mais capable de se briser en une fraction de seconde si on le soumet à une pression qu'il n'a pas été conçu pour absorber. Et « je vais bien » est la façon dont il maintient la porte fermée sur cette ombre. Mais voici ce que personne ne dit avec la clarté nécessaire. La persona peut mentir au monde. Elle peut même mentir à lui-même pendant un certain temps. Mais elle ne peut pas mentir au corps. Elle ne peut pas mentir au système nerveux. Elle ne peut pas mentir aux mécanismes psychologiques profonds qui continuent à opérer en dessous de la performance sociale, dans les nuits où le masque n'est plus utile parce qu'il n'y a personne à convaincre, dans les moments de silence où la persona n'a plus de raison d'être maintenue, et où le vide central fait sentir sa présence avec une clarté insupportable. Et c'est pour ça que tu sens, parfois dans certains contextes, dans certains signaux que tu ne peux pas toujours nommer mais que tu peux sentir, que quelque chose ne correspond pas tout à fait, que le sourire est un peu trop rapide,
que le calme est un peu trop parfait, que la façon dont il parle de toi ou dont il évite d'en parler porte en elle quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait contrôler. Ce n'est pas ton imagination, c'est la fissure dans le masque. Et maintenant que tu as vu la structure, je veux te dire ce que cette fissure révèle vraiment. Parce que la vérité est exactement l'inverse de ce que tu avais peut-être conclu. Il ne va pas bien parce que tu ne comptais pas. Il fait semblant d'aller bien précisément parce que tu comptais trop. Parce que tu comptais d'une façon qu'il ne peut pas se permettre de reconnaître, même seul dans une pièce, même dans ses pensées les plus intimes, sans que quelque chose dans sa structure psychologique commence à vaciller dangereusement. Sa performance de « je vais bien » n'est pas le signe de son indifférence, c'est la preuve de ton impact. Laisse-moi te montrer ça autrement. Parce que je sais que la compréhension intellectuelle est la compréhension qui change quelque chose dans le corps, dans cette zone entre la gorge et le sternum où les vérités importantes vont se loger ou ne pas se loger, ce ne sont pas la même chose. J'accompagne une femme depuis maintenant presque 2 ans. Je change tous les détails pour protéger sa vie privée, comme je le fais toujours dans mes témoignages cliniques, qui m'a dit quelque chose lors d'une séance qui m'a arrêté net. Elle avait passé plusieurs mois à surveiller les réseaux sociaux de son ex-partenaire. Non pas par obsession, m'avait-elle précisé avec une honnêteté qui me touche encore. Par besoin de preuves. Besoin de voir une fissure dans le masque. Besoin que le monde extérieur lui confirme ce qu'elle savait à l'intérieur. Que ce qu'elle avait vécu dans cette relation était réel. Que la douleur qu'il lui avait causée existait vraiment. Que, quelque part, quelque chose de ce qu'il lui avait fait lui coûtait quelque chose à lui aussi. Et ses réseaux sociaux ne lui montraient que ce qu'il voulait qu'il montre. Des sourires. Des voyages. Une vie qui semblait légère, facile, libérée. Des photos qui semblaient dire exactement ce qu'une personne qui va très bien aurait envie de montrer. Elle avait pleuré pendant 3 jours. Non pas parce qu'il lui manquait, mais parce qu'elle avait interprété ce masque parfait comme une réponse à la question qu'elle se posait depuis des mois. Est-ce que j'ai vraiment compté? Et j'ai dû lui expliquer ce que Jung avait documenté. Ce que le masque parfait révèle vraiment. Un être humain qui ne ressent rien ne construit pas un masque parfait. Il n'en a pas besoin. Ce n'est que quand il y a quelque chose à cacher que le masque devient important. Ce n'est que quand le vide central est menacé d'être exposé que la persona se rigidifie au point de ne plus laisser passer la lumière. La perfection de son masque n'est pas la preuve de son indifférence. C'est la mesure de ce qu'il essaie de ne pas ressentir. J'ai vécu quelque chose de proche dans ma propre expérience, avant d'avoir les outils pour le comprendre. J'étais sorti d'une relation qui m'avait profondément déstabilisé. Une relation où j'avais progressivement perdu confiance en mes propres perceptions, où j'avais commencé à mettre en doute la légitimité de mes propres émotions, où j'avais développé cette habitude épuisante de me justifier en permanence, comme si mon existence nécessitait une autorisation constante qu'il était seul à pouvoir accorder. Et quand c'était terminé, il allait très bien. Tout le monde me le disait. Il souriait, il avançait. Il était passé à autre chose avec une vitesse qui me semblait incompatible avec quelque chose qui avait duré aussi longtemps que notre relation. Et c'est une superviseure clinique en qui j'avais confiance, quelqu'un avec beaucoup plus d'années d'expérience que moi à l'époque, qui m'a dit quelque chose de simple qui a changé quelque chose dans ma façon de voir. Elle m'a dit, la rapidité avec laquelle il va bien te dit quelque chose d'important sur lui, pas sur toi. Il ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrêtait, il faudrait qu'il regarde. Et il ne peut pas regarder. Jung formulait ça autrement. Il appelait ça la fuite dans la persona. Cette tendance de certaines personnalités à s'investir encore plus profondément dans le masque social, au moment précis où la pression psychologique augmenterait plutôt de rendre la confrontation avec l'intérieur nécessaire. Comme si la performance pouvait devenir assez convaincante pour éliminer la réalité qu'elle couvre. Elle ne peut pas, mais ça ne l'empêche pas d'essayer. Et voilà ce qui se passe vraiment derrière le masque du « je vais bien ». La réalité que Jung avait tracée avec une précision que je continue à trouver remarquable après toutes ces années. Il y a une colère froide, contenue, parfaitement invisible à l'extérieur mais qui structure quelque chose dans sa façon d'avancer. Cette colère n'est pas dirigée vers toi dans le sens où la colère d'un être humain ordinaire serait dirigée vers quelqu'un qui lui a manqué. Elle est dirigée vers ce que ton départ a révélé sur lui-même, vers la menace que représente pour la persona le fait que tu ne sois pas revenu. Il y a une obsession. Pas nécessairement consciente, pas nécessairement avouée même à lui-même, mais présente. Cette pensée qui revient, pas sous forme de nostalgie,
pas sous forme de regret dans le sens émotionnel ordinaire, mais sous forme d'une question que son ego ne peut pas laisser sans réponse. Pourquoi tu n'es pas revenu? Qu'est-ce qui a changé dans la dynamique qui devait le maintenir en position de pouvoir? Cette question est une menace pour la persona. Et la façon dont la persona gère les menaces, c'est en les niant, en performant le contraire, en étant spectaculairement bien dans des espaces où tu risques d'apprendre quelque chose. Et il y a le vide. Le même vide qui existait avant toi, pendant toi, et qui continue après toi. Ce vide que tu n'as pas créé, tu n'avais pas ce pouvoir, personne ne l'a, et que tu n'aurais pas pu remplir, même si tu avais voulu y consacrer toute ton énergie. Le vide central qui est là, silencieux, indifférent à toutes les performances de la persona qui prétend l'avoir comblé. Voilà ce que le narcissique cache quand il fait semblant d'aller bien. Pas un triomphe, pas une preuve de ton insignifiance, un mécanisme de survie psychologique qui ne peut pas se permettre de s'arrêter. Avant d'aller plus loin, je veux prendre un moment pour te demander quelque chose. Si ce que tu entends aujourd'hui résonne avec ce que tu as vécu, si tu te reconnais dans ces mécanismes, dans ces patterns, dans cette douleur particulière de regarder quelqu'un qui t'a blessé faire semblant d'aller bien, alors je t'invite à utiliser la fonction Super Thanks sous cette vidéo. Ce n'est pas une demande anodine. C'est une demande très précise. Ce que tu envoies quand tu utilises Super Thanks, c'est un signal à l'algorithme. Cette vidéo compte. Ce sujet mérite d'être vu par d'autres femmes qui posent les mêmes questions que toi en ce moment, qui ont les mêmes doutes, qui ont besoin d'entendre que ce qu'elles ont perçu n'était pas leur imagination. Et en échange, parce que je n'offre jamais ça à la légère, je te partage dans les prochains jours quelque chose de très concret. Les 3 signes que Jung avait identifiés comme indiquant que ta guérison est déjà en train de se produire, même si tu ne la vois pas encore depuis l'intérieur. 3 signes que tu pourras vérifier dans ta propre expérience quotidienne. Revenons à la question centrale. Qu'est-ce que tu fais de cette compréhension maintenant? Parce qu'il y a une erreur que je vois se commettre régulièrement. Une erreur compréhensible profondément humaine. Une erreur que je ne juge pas mais que je veux nommer avec précision, parce que la nommer peut changer quelque chose. L'erreur de croire que savoir qu'il souffre serait la guérison. Que si seulement tu pouvais voir la fissure dans le masque de façon suffisamment nette, suffisamment incontestable, tu pourrais enfin te permettre d'avancer. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce désir. Après avoir été blessé, après avoir donné ce que tu as donné, souffert ce que tu as souffert, traversé ce que tu as traversé, il y a quelque chose de légitime dans le besoin que ce que tu as vécu soit reconnu d'une façon ou d'une autre. Que le monde extérieur confirme que ce n'était pas dans ta tête, que lui-même, d'une façon ou d'une autre, porte quelque chose de ce qu'il t'a fait. Mais voici ce que j'ai observé en 15 ans de travail avec des survivantes. Les femmes qui guérissent vraiment, les femmes qui récupèrent non seulement leur fonctionnement, mais quelque chose de plus précieux encore, quelque chose qui ressemble à une liberté intérieure qu'elles n'avaient peut-être jamais connue aussi clairement avant. Ces femmes ne guérissent pas quand elles obtiennent la preuve qu'ils souffrent. Elles guérissent quand elles cessent d'en avoir besoin. C'est une frontière très précise. Et c'est une frontière qu'on peut apprendre à identifier dans sa propre psychologie. Jung avait documenté ce processus avec une précision que je continue à trouver remarquable. Il l'appelait la différenciation, ce processus par lequel un individu commence à séparer ce qui lui appartient vraiment de ce qui a été projeté sur lui par l'environnement. Ce processus par lequel les émotions, les perceptions, les jugements qui ont été confondus, mélangés, retournés dans la relation commencent à retrouver leur place dans une psychologie qui recommence à fonctionner selon ses propres coordonnées. La différenciation dans le contexte d'une relation narcissique, c'est cette question centrale que tu dois pouvoir commencer à te poser sans te perdre dans la réponse. Qu'est-ce qui est à moi et qu'est-ce qui était à lui? La culpabilité qui te disait que tu étais responsable de sa souffrance, à qui appartenait-elle vraiment? Le doute sur tes propres perceptions, à qui appartenait-il vraiment? La honte que tu portais pour des choses qu'il avait faites mais avait retourné contre toi, à qui appartenait-elle vraiment? La peur de ne pas être suffisante, à qui appartenait-elle vraiment? Ces questions ne sont pas rhétoriques, elles sont pratiques. Et répondre à ces questions, vraiment répondre, pas dans le sens d'une compréhension intellectuelle superficielle, mais dans le sens d'une compréhension qui change quelque chose dans la texture de ton expérience quotidienne, c'est l'un des travaux les plus importants de cette période.
Parce que la guérison dans ce contexte n'est pas un retour à ce que tu étais avant. Elle n'est pas non plus la reconstruction d'une identité à partir de rien. Elle est quelque chose de différent et de plus intéressant que ça. Elle est la rencontre avec une version de toi-même qui a traversé quelque chose, qui a traversé une pression psychologique intense, une déstabilisation profonde, une remise en question de ses propres perceptions, et qui a quand même tenu. Pas parfaitement, pas sans cicatrice, mais tenu. Et cette traversée porte en elle une forme de connaissance. Tu sais des choses maintenant, des choses sur toi-même, sur la façon dont tu fonctionnes sous pression, sur ce dont tu as besoin pour te sentir réel dans une relation, ce sens d'être vu pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux donner, sur les signaux d'alarme que ton corps reconnaît maintenant avec une rapidité que tu n'avais pas avant, sur la différence entre quelqu'un qui est présent dans une relation et quelqu'un qui performe la présence. Cette connaissance a un coût, et je ne vais pas te dire que ce coût en valait la peine, parce que ce serait prétendre que ce que tu as subi était acceptable, et ce n'était pas acceptable. Mais je peux te dire ceci, ce que tu sais maintenant ne t'a pas été donné. Il a été acquis dans une école extrêmement difficile, et il t'appartient d'une façon que rien ne peut enlever. Ce que Jung avait observé sur les individus qui traversent ce qu'il appelait l'épreuve de l'ombre, cette confrontation avec les aspects les plus sombres de la réalité humaine, y compris et surtout dans les relations les plus intimes, c'est qu'ils ressortent souvent de cet endroit avec quelque chose que les individus qui n'ont jamais été testés de cette façon ne développent pas aussi profondément. Une capacité à voir vraiment, à voir ce qui se cache derrière les masques, pas seulement chez les autres, mais aussi chez soi-même. Une tolérance à la vérité difficile, une capacité à rester dans l'inconfort d'une réalité complexe sans avoir besoin de la simplifier, de la nier ou de la transformer en quelque chose de plus supportable. Jung appelait ça les dons de l'ombre, et il était très sérieux quand il utilisait ce mot, don. Non pas parce que l'épreuve en valait la peine dans le sens où quelqu'un qui l'aurait orchestré aurait bien fait, mais parce que ce qui en ressort, quand on fait le travail de l'intégrer, a une valeur psychologique réelle et irremplaçable. Ces capacités ne se développent pas dans le confort, elles se développent dans l'épreuve. Et maintenant que tu es de l'autre côté de cette épreuve, maintenant que tu commences à voir depuis un endroit différent, depuis un endroit où tu n'as plus besoin de passer par son regard pour savoir qui tu es, où la vérité de ce que tu as vécu n'a plus besoin de sa confirmation pour exister. Il y a quelque chose que je veux te demander. Non pas pour que tu me répondes à moi, mais pour que tu te répondes à toi-même. Dans l'espace intérieur, dans cet endroit qui recommence lentement, doucement, avec la patience que ça mérite, à être à toi. Qu'est-ce que tu vois, de là où tu es maintenant, que tu ne pouvais pas voir depuis l'intérieur de la relation? Pas sur lui, sur toi. Qu'est-ce que tu sais sur toi-même, sur ce dont tu as besoin, sur ce que tu mérites dans une relation, que tu n'aurais peut-être pas su avec cette précision si tu n'avais pas traversé ça? Et est-ce que tu permets à cette connaissance, difficile, chèrement acquise, vraiment à toi, de devenir quelque chose de solide dans ta vie? Pas un souvenir douloureux que tu portes, mais une boussole que tu utilises. C'est là, dans cette question, que je veux te laisser aujourd'hui, parce que c'est là que quelque chose d'important peut se produire si tu laisses la question résonner vraiment. Si tu ne la chasses pas, si tu ne te précipites pas vers une réponse, si tu lui accordes le silence qu'elle mérite, et si quelque chose en toi, quelque chose dans cette zone précise entre la gorge et le sternum, reconnaît ce dont je parle, alors je t'invite à le partager. Est-ce qu'il y a un moment précis où tu as su avec certitude que le « je vais bien » qu'il affichait était une performance? Un signe, une parole, un silence, une photo qui était trop parfaite, quelque chose qui t'a révélé la fissure dans le masque, même si tu ne pouvais pas le prouver à l'époque. Écris-le en commentaire. Pas pour lui, pour toi. Et pour les milliers de femmes qui vont lire ce commentaire et se reconnaître, qui vont se sentir moins seules dans leurs propres doutes, qui vont comprendre, grâce à ce que tu auras partagé, que ce qu'elles ont perçu n'était pas une projection. Ton témoignage vaut quelque chose, non pas parce qu'il prouve quoi que ce soit sur lui, mais parce qu'il prouve quelque chose sur toi, sur ta capacité à voir, à sentir, à nommer ce qui est réel. À bientôt.